Le cauchemar de Darwin avait fait scandale. Hubert Soper revient. Il nous embarque dans une vertigineuse aventure au cœur d'un des plus grands pays d'Afrique. Ça s'appelle « Nous venons en amis », divisé en deux nations. Le Soudan est devenu une proie de choix que se disputent évidemment les deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Et sous couvert d'amitié, eh bien, les vieux démons du colonialisme et de la domination étrangère ressurgissent. Bonsoir Hubert Soper, bienvenue à vous. Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire coup de poing. Ça s'appelle « Nous venons en amis ». Vous avez réalisé ce documentaire avec Xavier Liébard qui est également avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir. À vous également. Avant de vous entendre, messieurs, je vous propose un aperçu pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu votre film, qui sort d'ailleurs demain en France et en Belgique notamment. Aux États-Unis, il est déjà sorti, il me semble. Karine Barzegard nous présente ce documentaire. To sing the national anthem, the South Sudan national anthem. The newest nation in the world. C'est l'histoire de la naissance d'une nation, le Soudan du Sud, et des convoitises qu'elle suscite parmi les plus grandes puissances du monde. Le nom du film, Nous venons en amis. Une phrase prononcée par des colonisateurs depuis des siècles. À bord d'un petit avion bricolé par ses soins, le cinéaste Hubert Soper s'envole à travers le pays. Dans sa ligne de mire, deux géants de l'économie mondiale. Sudan has now become the epicenter of a collision between America and China. La Chine et ses ingénieurs parqués dans des complexes ultra sécurisés, venus extraire gaz, pétrole et richesses minières. Only in mines there you extract the energy. 300 000 barils de brut par jour. Then, from CPI to Sudan Port. Une manne financière, un désastre écologique. Here now, the scenery is not very good. The environmental protection or something is their responsibility. Au nord, l'influence chinoise. Au sud, celle des États-Unis. Le Soudan du Sud devient la terre promise des évangélistes texans, venus apporter la bienséance et la bonne parole à coups de vêtements et de bibles solaires. When what I want is what God wants, first you must allow him to change your heart. Dieu veut les cœurs, les investisseurs américains, eux, convoitent les terres. Des centaines de milliers d'hectares raflés pour une bouchée de pain. Approximately US dollars 25,000. I don't know the document. They said, give me this. They just told you sign. I say that you sign. The many people are signed. You are the last, you sign. Un survol du Soudan du Sud, sous forme de documentaire engagé, qui surprend et dérange, aussi bien par sa nature poétique que par ses vérités crues. La complexité du Soudan, vue du ciel, si je puis dire, on va comprendre le clin d'œil. Pourquoi avoir choisi, Hubert Soper, de voyager dans ce pays d'Afrique avec ce minuscule avion ? D'abord, merci pour l'invitation. Ce minuscule avion, c'était un moyen de transport, évidemment, pour aller dans les endroits où on n'a pas accès, les plus tout reculés, simplement, où il n'y a pas de route, etc. Mais c'était aussi, vis-à-vis aux autorités, une espèce de cheval de Troie, parce on est tombé avec mon cher copilote Xavier, qui est là. On est carrément tombé du ciel et on arrivait dans les endroits où on n'était pas forcément invité ni attendu, notamment les installations pétrolières chinois et les installations militaires, tout simplement. Et on arrivait, on disait grosso modo à chaque fois le titre du film, Nous venons en amis. Ça se passait pas toujours bien vis-à-vis aux militaires. On était souvent, évidemment, harcelés, sous arrestation, etc. Jusqu'au moment qu'on a compris qu'il fallait se mettre en uniforme de pilote, en fait. Et on a un peu mieux survécu ce protocole. Xavier Liébard, l'idée centrale de ce documentaire, elle n'est pas vraiment relayée dans les médias. Ce conflit est souvent présenté comme étant ethnique, religieux, avec les chrétiens au Soudan du Sud. On a vu les évangélistes avec un nord plutôt musulman, des arabes, dit-on. En fait, votre lecture est très terre à terre. Il s'agit d'économie, il s'agit de stratégie. Moi, sur le film, j'étais assistant réalisateur copilote, mais aussi on a beaucoup discuté ensemble et avec le reste de l'équipe sur comment est-ce que... je pense que l'idée d'Hubert, c'était de parler des mécanismes de la colonisation. C'est-à-dire, en fait,
On a beau dire et parler de globalisation aujourd'hui, aujourd'hui, les mécanismes d'hier sont encore présents aujourd'hui. Et que le principe, c'est arriver avec un discours le plus humaniste possible, piller les richesses humaines et les richesses au sol. Et l'enjeu stratégique n'a pas changé. Et ce qui se passe au Soudan, ça se passe dans plein d'autres pays, exactement de la même manière. Mais ce qui est complexe, et ce que je trouve très intéressant dans le travail d'Hubert, c'est que tout à coup, il appuie sur chacun des mécanismes qui permettent, par exemple, l'accession aux terres, l'éducation des enfants, la question de, la corruption des élites soudanaises. Et il y a un vrai enjeu de comprendre cette mécanique, parce que c'est cette mécanique qu'on ne connaît pas et dont personne ne parle, en fait. Deux États, la Chine, les États-Unis, qui ont fait du Soudan un vaste terrain d'affrontement, c'est cela? Oui, en fait, le Soudan fait partie des quelques lignes de coalition entre les grandes puissances aujourd'hui. Ce qui est intéressant, cette ligne de coalition, ça traverse le Soudan, l'ancien plus grand pays de l'Afrique, qui est devenu maintenant 2 États. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément cet endroit autour du Haut-Nil était aussi l'endroit où les anciens empires, la France et l'Angleterre, se sont confrontés il y a à peu près 100 ans pour diviser les terres et pour diviser les richesses. Et maintenant, c'est l'Amérique et la Chine, mais les mécanismes sont exactement les mêmes, en fait. Et évidemment, le mot colonialisme, c'est pas tout à fait approprié parce que c'est autre chose. Aujourd'hui, on parle un néocolonialisme peut-être, d'autant plus, par exemple, que cette fascination pour le Soudan est née au Texas. Quand on voit votre film, on le comprend, notamment avec ses évangélistes. En fait, l'idée de diviser le Soudan en deux et récupérer, entre guillemets, le Sud et les richesses du Sud est née autour du clan de George Bush, en fait. Ouais. Et la première personne dans l'histoire qui avait l'idée d'exploiter le pétrole était George Bush Senior, et c'était dans son rôle de ambassadeur américain à l'ONU, en fait. Et il proposait à l'époque, il proposait au régime dans les années 70 des images satellites où on voyait qu'il y a du pétrole. Et puis Chevron était la première compagnie qui allait creuser du pétrole. Et puis cette incrustation de pétroliers a fait, entre autres, le démarrage de la deuxième phase de la guerre civile du Soudan, et qui a coûté 2 millions de morts quand même. Deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Pour autant, aujourd'hui, on semble que c'est plutôt la Chine qui a raflé la mise, si je puis dire, s'agissant de cette ressource qu'est le pétrole. Est-ce vrai ? En grande partie, oui, parce qu'en fait, les installations étaient déjà présentes dans le nord du Soudan. Et le sud du Soudan a connu une période de guerre qui était très longue, de 24 ans, en fait, c'est ça. Et donc, l'exploitation du sud n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça que les enjeux, en fait, de la partition sont importants, parce que c'est un territoire qui est totalement miné, qui a été miné par la guerre, qui a été miné, en fait, par des années et des années de conflits, et sur lequel l'exploitation du pétrole, comme elle n'a pas eu lieu, elle était un enjeu pour demain. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui est extrêmement, en fait, dans une période de guerre civile, dans une période de guerre de frontières. Parce que voilà, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas ce discours que finalement l'enjeu principal, c'est les 600 milliards de dollars de pétrole qui sont présents dans le sous-sol. Peu de personnes en parlent. Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur la question de la politique sans parler de la géopolitique qui est derrière ? Mais pour autant, on a le sentiment, quand on regarde votre documentaire, qu'il y a un risque, c'est celui d'exonérer les acteurs locaux aussi. Vous êtes posé la question ? Ils sont partie prenante, en tout cas dans l'élite, c'est sûr. Parce que le principe, c'est quand même la corruption des élites. Enfin, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire que le pays est vendu par les élites soudanaises aux firmes, et le film en parle bien, aux firmes occidentales, américaines, anglaises, qui viennent, en fait. Il y a un chiffre qui est impressionnant, c'est que quelques semaines après l'avènement du Sud-Soudan, il y avait 30% des terres qui étaient déjà vendues. Oui. La dimension messianique, elle est présente, on l'a vu dans votre documentaire, les scènes sont hallucinantes. On est en 2015, je vois pas pourquoi ces enfants sont nus, je vois pas ce qu'ils font nus, donc on va leur apporter des vêtements, c'est ce qu'on entend dans votre documentaire. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire ressortir cet aspect sombre ? Moi, je l'ai pas fait ressortir, j'ai regardé la réalité. En fait, il faut être clair de ça. Et je pense le messianisme, par exemple, pour les missionnaires chrétiens, je dirais presque extrémistes chrétiens, et pour les missionnaires musulmans, les muezzins qui viennent dans le centre de l'Afrique, les deux ont la même obsession que la nudité, c'est quelque chose de scandaleux. Les enfants nus, il faut les habiller, il faut leur apprendre l'hygiène, l'ordre, il faut qu'ils marchent au pas dans les uniformes. Toute cette espèce
héritage pathologique du colonialisme. Il y a aussi l'ancien militaire britannique qui dit, en fait, peut-être qu'ils veulent vivre comme ça, mais quand on les voit, on comprend pourquoi ils sont si en retard que ça, en fait. C'est les démons de la psychologie coloniale qui revient dans les paroles des ambassadeurs, qui dit nous les blancs on vient pour vous apporter de la lumière, etc. Donc c'est une chose terrifiante. Est-ce que la Chine fait différemment? Quelle différence, Hubert Sopart, entre l'exploitation chinoise du continent africain et le colonialisme occidental, américain en l'occurrence, mais aussi français, britannique? Il n'y a aucune différence, en fait. Chaque empire va chercher, tant qu'il peut, des ressources. D'une certaine manière, les Chinois sont presque plus francs, presque moins hypocrites, parce qu'ils ne viennent pas avec la Bible, avec les modèles, comment il fallait vivre. Ils viennent juste pour piller on ne va pas changer de mode de vie, on vient profiter des ressources. Les médias, il en a beaucoup été question. Ça a fait polémique parfois sur la couverture des conflits successifs au Soudan et au Soudan du Sud. Xavier Liébard, il y a une image qui apparaît, c'est quasiment subliminale, celle de George Clooney. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les médias occidentaux, elle n'était pas vraiment subliminale, il était omniprésent quand on parlait notamment du Darfour, du Soudan du Sud. Pourquoi ce choix de le montrer rapidement? Je laisserai Hubert intervenir sur cette George Clooney. George Clooney, c'est un monsieur très sympa. On l'a rencontré au Soudan. C'est un acteur. Il est acteur et il fait partie des gens qui essayent de faire du bien. Et il vient comme nous, en ami. C'est le titre du film, Nous venons en ami. Et qui fait comme nous cinéastes, partie d'un grand système qui est dans l'ensemble dévastateur. Mais lui, l'acteur Clooney, il fait son mieux, il a le cœur au bon endroit. Il pense bien faire, en fait, comme mais il fait du bien aussi. Il fait du bien aussi dans ce qu'il peut faire. Mais il fait aussi partie d'un système qui est dans l'ensemble, qui mène au monde dans lequel on vit. Justement, terminons par ça, si vous le voulez bien. Peut-être pour vous, Xavier Liébard, en quoi ce film, votre documentaire, est-il selon vous, d'une certaine manière, emblématique de l'état de notre monde? Vous voyez, comme tout le monde, ces images. Il me semble que vous êtes franco-autrichien, si je ne m'abuse. On voit ces images qui viennent aussi d'Autriche. Peut-être un mot là-dessus? Ça fait 20 ans que je connais Hubert et c'est un cinéaste de grande qualité parce qu'il a cette capacité d'aller montrer en fait une autre face du monde en fait qui n'est pas montrée. Et je pense que dans sa manière de concevoir du film, il y a quelque chose de confrontation au terrain, d'aventure totale, de la manière en fait de Saint-Exupéry en fait avec un petit avion, de prendre tous les risques physiques pour oser soutenir une conscience politique. Et ce que je trouve le plus fort dans ce film, c'est cette idée de tenter de réveiller la conscience africaine. Elle existe, elle est présente à tout moment dans le film en disant demain la solution, elle sera africaine, elle sera pas européenne, elle sera pas américaine, il faut qu'elle soit africaine. Le film est déjà sorti aux États-Unis. Il est en lice pour concourir aux Oscars dans la catégorie documentaire. Est-ce que les Soudanais pourront le voir, votre film, Hubert Sopart? Ça, c'est une bonne question et je peux vous dire deux parties de réponse. Les Soudanais, c'est difficile à répondre parce que qui sait les Soudanais? Évidemment, l'élite soudanaise, elle est peut-être devant la télé, elle nous voit maintenant, elles sont peut-être un peu mises en question. Et les gens dans les villages qu'on a filmés, en grande partie, sont même plus vivants parce que les villages qu'on a filmés autour des champs de pétrole, ils étaient rasés à terre, brûlés. Les gens sont maintenant 2 ans après la fin du tournage, il y a une espèce de feu de brousse en fait. Des gens sont chassés, sont devenus réfugiés, déplacés à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, ça fait très bien lien à ce qui se passe maintenant en Europe. Nous, en Europe, on voit maintenant le résultat de notre politique. Des siècles, qui était une politique de mépris et Merci beaucoup pour ce témoignage. Rappelons d'ailleurs qu'il y a toujours une guerre civile dans le Soudan du Sud entre les hommes du président actuel Riek Machar, enfin l'ancien rebelle Riek Machar et le président actuel Salva Kiir. Merci à tous les deux. Le film sort demain en France, en Belgique également ce mercredi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous les cinémas du monde. Une émission qui est entièrement consacrée cette semaine à un cinéaste dont le film nous avait vivement impressionné lors du Festival de Berlin, voici 2 ans, parce qu'il montre un pays qu'on a peu l'occasion de voir au cinéma, le Soudan, parce
parce qu'il montre aussi d'une Afrique livrée au pillage des grandes puissances, Europe, États-Unis, Chine, mais aussi pillage interne, si je puis dire, par ses propres dirigeants. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui dans tous les cinémas du monde le cinéaste Hubert Sauper pour son nouveau film Nous venons en amis, dont RFI est partenaire. C'est à la fois un film d'aventure, façon Tintin reporter, c'est une aventure, ça a été une aventure humaine périlleuse et nous en reparlerons. C'est aussi une réflexion puissante sur le néocolonialisme. Alors Hubert Sauper, Sophie, c'est un documentariste de renom. On peut même dire que c'est l'un des rares documentaristes au monde dont le nom est connu du grand public. Oui, bonjour Hubert Sauper. Bonjour. C'est surtout votre deuxième documentaire, Le cauchemar de Darwin, qui vous fait connaître du grand public en France. C'était en 2005, avec des séquences chocs qui ont marqué les spectateurs. Vous montriez les ravages de l'exploitation industrielle par les Occidentaux d'un poisson, la perche du Nil, qui avait littéralement dévoré ce qui vit dans l'immense lac Victoria, côté Tanzanie, mais aussi l'écosystème environnant, créant des emplois, certes, mais détruisant l'environnement, et puis aussi lié au trafic d'armes. Bref, les ravages de l'ultralibéralisme et de la mondialisation dans cette Afrique des Grands Lacs. Immense succès critique et public de ce film, sélectionné pour l'Oscar du meilleur documentaire et qui a obtenu une brassée de prix, dont celui du meilleur film documentaire européen et puis le César du meilleur premier long métrage en 2006. On en connaît qui n'ont plus jamais mangé de perche du Nil après avoir vu votre film, Hubert Sauper. Difficile polémique aussi, née après la sortie et le succès du film, remettant en question certaines séquences. Alors on pouvait penser qu'un tel succès allait vous ouvrir grand toutes les portes, vous faciliter les choses, et puis voilà, 10 ans ont passé. Pourquoi 10 ans entre Le cauchemar de Darwin et ce nouveau film, Nous venons en amis? Oui, bonjour d'abord, merci de me recevoir. Vous avez fait le résumé. Moi, je préfère évidemment parler de mon nouveau film que du cauchemar de Darwin. Mais mais je veux dire, ça a été long à monter ce nouveau film. Ça a été plus compliqué. Écoutez, je travaille des années pour à chaque film, et la raison, c'est que je vais dans les territoires tellement difficiles physiquement et intellectuellement que ça prend son temps, ça prend une grande tranche de vie à chaque fois. Et puis le film montre aussi pourquoi, si vous voyez le film, montre aussi pourquoi c'était une entreprise aussi complexe et délirante en fait. Et pour ce film, Nous venons en amis, qui est un film sur quelque chose tellement énorme qui est quasiment pas possible de décrire dans un livre ou un film. C'est sur l'âme de l'Europe, sur la pathologie du colonialisme qui est encore vivante, et sur grosso modo sur l'histoire de notre continent et du continent voisin, l'Afrique, et de cette dialectique qui nous connecte et qui est une dialectique très déséquilibrée, que tout le monde le sait. Et je pense qu'il y avait 3 phases dans les siècles passés qui se ressemblent très fort, 3 phases de l'histoire, qui étaient l'esclavagisme et la colonisation et la mondialisation actuelle, qui sont 3 phases d'humiliation de l'Afrique. Et Le cauchemar de Darwin, mon dernier film, a décrit la dernière phase, et maintenant Nous venons en amis est une tentative de faire sortir par le cinéma les démons, démasquer les démons de la colonisation, on dit en anglais mindset, de la pensée, de l'état d'esprit, de l'idéologie presque. L'idéologie, voilà, et des conséquences. Et d'ailleurs, on veut bien croire que cet esprit fait partie du passé, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et je pense que la division de l'Afrique est une phase clé de la colonisation, la division par les puissances européennes. Et pourquoi j'ai fait ce film au Soudan, Nous venons en amis, c'est que le Soudan, c'était la dernière
épisode, le dernier acte de la division de l'Afrique, en fait. Alors le Soudan, justement, il faut le préciser, parce que c'est presque un cas d'école. Il faut dire aussi, Hubert Soper, que vous avez tourné donc avant le référendum de janvier 2011, donc qui a conduit à la naissance du Sud-Soudan. Donc c'est une éponge à pétrole, donc réellement livrée à tous les appétits des puissants. C'est un pays qui est traversé par des tensions ethniques, religieuses et diverses très fortes. Alors pourquoi vous avez eu envie de faire un film spécifiquement au Soudan? On va en parler, mais avant, je voudrais vous faire écouter ce reportage de Ghislaine Dupont, donc journaliste à RFI, qui a été assassinée en novembre 2013 au Mali avec Claude Verlon. En janvier 2011, elle était au Soudan, justement pour le référendum. Les électeurs soudanais se sont fortement mobilisés pour cette première journée de vote. Ils se sont déplacés en masse et avec enthousiasme pour choisir leur avenir et leur destin. Un futur qui devrait aboutir à la sécession. Ici, tout le monde semble avoir décidé de rompre avec le nord du pays. Ce divorce annoncé aura-t-il de graves conséquences? Il reste en tout cas de sérieux litiges à régler. Celui du partage des richesses pétrolières, par exemple. 75% de l'or noir coule au sud, mais doit être raffiné et évacué au nord. Pour l'instant, Khartoum et Djouba n'ont pas encore trouvé d'accord. Pour cet ex-officier de l'ancienne armée rebelle du Sud-Soudan, qui patiente dans une file d'attente, il n'est pas question de partager ses ressources. Ce sera un arrangement entre notre gouvernement et ceux du Nord. Nous n'allons pas partager notre pétrole. Nous paierons la location du pipeline et des installations portuaires, mais nous ne partagerons pas le pétrole, pas même une goutte avec eux. Autre question épineuse, celle de la délimitation de certaines zones frontalières contestées par le Nord. L'ancien officier accuse Khartoum de mauvaise foi. La démarcation est très claire, c'est celle laissée par le colonisateur britannique. Toutes les données sont là, toutes ces histoires sont fabriquées par le Parti national du Congrès. C'est l'arrogance de Khartoum qui a empêché le référendum à Abyei, mais il aura lieu, que ça leur plaise ou pas. Abyei fait partie du Sud-Soudan. Tous ces obstacles vont être levés. Si, comme l'annoncent tous les pronostics, l'issue du vote consacre la partition du Soudan, les deux gouvernements, nordistes et sudistes, disposeront de 6 mois après le référendum pour trouver un terrain d'entente sur ces questions. Ghislaine Dupont, Djouba, RFI. Hubert Soper, on entend bien dans ce reportage de Ghislaine Dupont le difficile partage du pétrole, la menace de la guerre et puis bien sûr tous les prédateurs que cette richesse peut attirer. Est-ce que c'est cette conjonction qui vous a donné envie de partir au Soudan? Oui, en fait le Soudan, donc le film Nous venons en amis, évidemment le titre même c'est le mensonge principal de notre époque, presque des siècles derniers aussi. Donc c'est un titre cynique ou ironique peut-être. Et il y a quelques années, donc il y a 4 ans, c'était encore le plus grand pays de l'Afrique, le Soudan, s'annonçait à se diviser en deux. Et cette division était communiquée comme une nécessité de diviser les chrétiens et les musulmans, de diviser le sud et le nord, etc. Mais au fond, la nécessité de cette division, c'était une division, encore une fois, impérialiste, en fait. C'était oui, parce que vous dites que, en fait, quelques semaines après la création du Sud-Soudan, 30% du sous-sol et donc du pétrole soudanais avait déjà été vendu à des multinationales. Oui, après et avant, en fait, souvent dans les zones de conflit et de guerre, les conflits sont menés à cause de ressources et aussi grâce aux ressources, c'est-à-dire il y a des compagnies et des États qui investissent dans les miliciens, dans les guerres civiles aussi, parfois cachées, parfois ouvertement, pour préacheter, par exemple, le pétrole qui est encore dans la terre. Et donc c'est une logique infernale et qui le problème est que cette logique est souvent camouflée par nos médias parce que nous, les Européens ou les Américains ou les Chinois, nous sommes capables d'écrire notre histoire. Notre récit, ça devient l'histoire. Mais quand on est sur place et quand on voit l'histoire à travers des yeux des gens au centre de l'Afrique, ça devient tout autre chose. Donc ça fait partie du problème d'ailleurs de toute époque historique, ou de l'époque coloniale aussi, c'est que l'histoire du colonialisme était écrite par les colons, tout simplement. Par les vainqueurs. Ouais. Et là, c'est une nouvelle forme de colonialisme, une forme qui ne dit pas son nom, qui dit « nous venons en amis justement pour vous aider à développer votre pays ».
C'est ça. Et quand vous parliez du partage, il y a une sorte de nouveau partage, mais beaucoup plus tacite que celui qui avait été opéré effectivement par les grandes puissances européennes au XIXe siècle. Et ce que vous montrez dans votre film, c'est une sorte de partage plus insidieux, avec d'un côté les Chinois qui seraient plus au nord et les Américains au sud. En fait, rétrospectivement, le colonialisme... les opinions se partagent, mais c'est une espèce de crime très très complexe, en tout cas à mon avis. Mais vous, comment vous travaillez, Hubert Soper? C'est-à-dire que vous passez votre temps à lire, et j'imagine que vous êtes très très documenté sur l'Afrique, ou est-ce que c'est un fait particulier qui s'est produit au Soudan qui vous a donné envie de partir là-bas? Parce que c'est quand même pas rien de faire un film dans ces conditions, dont on parlera tout à l'heure. C'est très dangereux. C'est dangereux, oui et non. Enfin, ce qui est le plus dangereux, c'est quand on fait pas ce qu'il faut faire dans la vie. Dans la vie, c'est une question philosophique, parce qu'il y a plein de gens qui me disent c'est dangereux de faire des films comme ça, mais je pense que c'est aussi dangereux de travailler une vie pour une banque et se rendre compte à 60 ans qu'on aurait dû faire autre chose. Donc le danger, c'est une chose relative. Et évidemment, je travaille, comment dire, un peu comme je suis un peu un chercheur naïf. En fait, je pose des questions naïves. Comment ça se fait que le monde est ainsi? Comment on en arrive là? Comment c'est possible que le récit est aussi différent que la réalité que je vois quand on est dans un endroit à la fin de la planète et les investisseurs ou les développeurs d'outre-mer disent que tout va être bien, c'est génial, c'est le développement, c'est le progrès qui arrive. Et on voit déjà, en fait, quand on étudie un peu l'histoire, on voit déjà l'abîme derrière et le mensonge derrière. Donc moi, mon travail, c'est surtout exprimer la fascination, je pense, des choses que je vois. C'est-à-dire, c'est la fascination de la beauté d'une personne, de sa pensée, la beauté d'une voix, et aussi de la face cachée des choses. Je peux filmer de manière très proche un chef de guerre qui porte dans son regard toute la tragédie de cette guerre, toute l'histoire coloniale dans son âme. Et je fais, avec ma camarade, transcendre cette tragédie, si tu veux. Mais c'est aussi la tragédie qui m'intéresse, c'est aussi la fascination. Si tu veux. On peut être fasciné par plein de choses. Par la beauté et par l'abîme, si vous voulez. Mais l'excitation de faire un film, ou la nécessité de faire un film, c'est aussi cette idée qu'on va montrer ce qui n'a jamais été vu avant. Et de fait, dans votre film, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Est-ce qu'il y a en vous ce fantasme aussi des grands explorateurs, des grands aventuriers, des Savorgnan de Brazza, des Stanley, des Livingstone, peut-être même des Joseph Conrad, je ne sais pas. Oui, je pense que une chose qui est sûre, c'est on peut pas être au fond du Soudan et nier qu'on est européen. En fait, moi j'étais avec mon petite équipe, un blanc de plus dans un monde où on a normalement rien à voir, en fait, qui n'est pas notre monde. Et d'ailleurs, Nous venons en amis est un film qui joue avec cette ironie et cette j'ai utilisé un petit engin volant. Que vous avez fabriqué vous-même, faut le dire, parce que c'est quand même aussi une sacrée carte de visite, presque une façon de vous présenter à vos interlocuteurs qui vous attire tout de suite la sympathie, la curiosité, la sympathie. Vous avez fabriqué quand même un petit avion, vous êtes aux commandes, vous le pilotez, et ça va vous permettre aussi de vous jouer des frontières. Oui, en fait, le petit avion, c'était un élément clownesque et exprès pour ce film, mais aussi c'est un engin pour se rendre dans les endroits où on n'est pas forcément invité, dans les pétroliers chinois au milieu du désert. Mais on n'était pas toujours bienvenus, en fait. On était arrêtés pendant un mois en Libye et en Égypte. On était harcelés par les militaires, évidemment, parce qu'on n'appartenait pas forcément à ce monde, même si on avait des papiers de passage. Mais mais aussi ça faisait partie du projet de film, c'est-à-dire s'exposer à ce que j'appelle la pathologie du colonialisme, c'est-à-dire les uniformes, les armes, les gens qui marchent au pas, les règles, les lois, les frontières tout droit,
tout ce qui est l'empreinte coloniale de l'Europe à l'Afrique. Je me suis pris en pleine gueule, on dit, mais aussi pour le comprendre mieux. À un moment donné, on a dû s'assimiler à ce protocole. On était dans cette petite avion, cette espèce de boîte de conserve volante avec un petit moteur. Du, ich bin auf der ägyptischen Grenze zwischen Libyen und Ägypten. Jetzt fängt ganz der Wind an. Ich muss jetzt echt ein bisschen eine Krise, weil der Wind geht los und jetzt habe ich endlich die Genehmigung und ich muss weg. Ja, alles schon verschwunden. Du, den da hinten, ich sehe überhaupt nichts. Oder ganz unten, oder was? Scheiße, ich sehe überhaupt nichts. Yes. Richie, ich muss auflegen. Количество людей 13 человек, топливо на 4 часа. Спасибо. Imagine you're lost in space, in a tiny cabin. And while you slowly approach a rather hot planet, your feet and your fingers are freezing. D'ailleurs, l'avion, c'était le centre de l'idée. En fait, il fallait avoir un moyen de se rendre dans les endroits, d'ailleurs, où il n'y a pas de route, où on n'a pas la permission d'arriver. Mais je me mets pas en scène, en fait. Je suis un pilote qui pilote un petit avion. Et vous aviez déjà piloté avant ? Oui. Enfin, j'ai fait le brevet précisément pour cet engin-là, pour le film, mais je savais piloter des planeurs ou des parapentes, etc. Mais je me mets pas en scène, c'est-à-dire que je fais partie comme une espèce de figure qui est paumée, parfois dépassée des événements, dépassée du moment et de la situation. Et je suis juste 2-3 fois au début du film aussi dans le blanc, mais à chaque fois dans les situations un peu pénibles pour nous. Sudan has now become the epicenter of a collision between America and China. It is easy to pick out natural resources and leave. We don't want to see a new colonialism in Africa. Only mines there, you'll extract the energy. Tous les cinémas du monde, c'est le moment de l'entracte. Restez à l'écoute. Dans 3 minutes, après le flash d'info, nous parlerons de colonialisme, de néocolonialisme, d'Hillary Clinton et de la perche de Nîmes. Qu'est-ce qui se passe alors? Tous les cinémas du monde. Elisabeth Lequéret, Sophie Torlotin. Bienvenue dans cette deuxième partie de Tous les cinémas du monde. Nous sommes avec Hubert Sauper pour parler de son nouveau film Nous venons en amis. Alors Hubert Sauper, l'affiche du film, je la trouve très réussie. Faudrait la décrire aux auditeurs de RFI. On voit un petit avion qui est votre avion, en fait, l'avion dont vous parliez tout à l'heure, le fameux Spoutnik. On voit des militaires qui défilent et puis un enfant qui a la trace d'une main blanche sur le visage. Ça veut dire quoi? Cet enfant imitait une tradition tribale. C'est-à-dire les guerriers se mettaient souvent au centre de l'Afrique des cendres sur le corps et sur le visage. Il y a plusieurs explications. Celle que je connais, c'est une manière de chasser les esprits ou les démons quand on a des cendres de quelque chose de brûlé sur soi. Et donc cet enfant, elle a mis carrément une main blanche sur son front et qui m'a évidemment attiré mon attention. C'était un petit moment dans le tournage du film. Et il lève la main droite comme pour dire stop. On pourrait l'interpréter aussi comme ça, cette affiche. Ouais, on peut interpréter plein de choses. Il dit aussi nous venons en amis, il dit bonjour. Et là, le petit avion qui est sur l'affiche, c'est un peu un grand mot. Avion, c'est une espèce de boîte de conserve volante, une tondeuse de gazon volante avec laquelle on a fait le film. En fait. Et là, ces petits caractères chinois, ils sont pas complètement innocents.
À côté du titre, nous venons en amis, ça veut dire quoi? Il n'y a pas grand-chose d'innocent dans ce film. Ça veut dire d'ailleurs, quoi? les Chinois font partie du film, d'ailleurs. Et Nous venons en amis est un titre cynique, je pense, ou ironique au moins. Et nous, ça veut dire nous, tout le monde qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire nous les Chinois, nous les Européens, nous les Américains, nous les ONG, nous l'ONU. Parce qu'il faut le dire, nous les missionnaires. Dans votre film, vous croisez tout le monde. C'est ça. Effectivement, les fonctionnaires de l'ONU, les missionnaires américains, les Chinois qui travaillent dans les raffineries. Voilà. Et nous, inclusivement nous, les cinéastes qui tombent du ciel d'un truc volant ridicule qui s'appelle Spoutnik. Et donc c'est tout un amalgame. La tentative de ce film, c'est d'écrire la confusion et la pathologie du colonialisme qui est encore vivante, en fait. Et dans votre film, justement, pour décrire ce néo-colonialisme, en tout cas, comme disait Sophie, ce colonialisme qui refuse de dire son nom, eh bien, vous allez voir, vous allez parler avec les ouvriers chinois d'une raffinerie, et c'est une scène absolument extraordinaire. Which planet do you come from? We'll defend ourselves if necessary. What's the difference? 那就意思说你们欧洲以前是在地球上，你们也不再像过去一样犯这种错误，做殖民地奴役别人了。你们现在从太空去寻找新的陆地大陆海船，遇到什么新的大陆？ China or other, I mean, developed country come to Sudan. It's very easy to. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a rarement vu, voire pas du tout, ni à la télévision, ni au cinéma. C'est pénétrer dans une raffinerie, parler avec les ouvriers chinois. Comment vous avez pu faire ça? Précisément, quand on fait un documentaire, on se pose évidemment plein de questions. Comment engager ça? Et une des grandes questions, c'est comment trouver accès au sujet, et au thème et au lieu du sujet. Et comment trouver accès dans les pensées, dans l'âme, si tu veux, des personnes qu'on filme. Dans ce cas-là, nous avons commencé à réfléchir sur un film qui se passe dans un lieu complètement inaccessible, où il n'y a pas de route, au centre de l'Afrique, entre le nord et le sud-Soudan. Et donc il fallait trouver un moyen d'y aller. Donc le seul moyen vraiment, c'était tomber du ciel, littéralement. On est tombé du ciel à deux avec mon ami qui est aussi cinéaste, Xavier Liebach, qui est un ami depuis 20 ans, qui est lui-même réalisateur, et c'était mon copilote dans cette navette dans ce Spoutnik ridicule qui s'appelle Spoutnik. Et du coup, dès qu'on se posait n'importe où, on était reçu de manière hostile par les militaires, très souvent. Pour rencontrer ça, on s'est déguisé nous-mêmes en militaire, en costume de pilote, c'est-à-dire déguisé, on était vraiment des pilotes, donc c'était aussi un fait. Mais très souvent, on était reçus d'une manière très sympa et très ouverte, et les gens s'intéressaient à notre voyage et qu'est-ce qu'on fait ici, et ils avaient la pitié aussi pour nous, qui était une bonne chose. Parce que quand même là, cette raffinerie, elle est quand même ultra sécurisée. D'ailleurs, vos interlocuteurs le disent. Ils vous font même rentrer dans leur sein des saints, leur salle de repos. Il y a une table de billard. C'est incroyable quand même d'arriver à rentrer là, et vous les mettez totalement en confiance. Bon, après ils sont totalement curieux et épatés, enfin, et même incrédules devant votre petit avion, et du coup ils se livrent aussi, ces ouvriers chinois. En fait, tout ça se pose sur la curiosité mutuelle, en fait. C'est-à-dire que les Chinois paumés dans leur conteneur bulletproof, comme on appelle ça, à l'épreuve des balles. À l'épreuve des balles. Ils étaient pour nous des extraterrestres, en fait. Ils ressemblaient vraiment à des êtres dans une station spatiale, dans un film de science-fiction. Et nous, pour eux, on était aussi des extraterrestres, en fait. On était des aliens aussi. Mais qu'ils regardent Star Trek, ouais. C'est ce qu'on a entendu dans cet extrait. C'est totalement un heureux hasard. Star Trek, c'était quelque chose qui faisait partie du thème du film. C'est-à-dire que moi, je réfléchissais sur qu'est-ce que c'est l'esprit du colonialisme. Je me suis rendu compte que j'ai grandi, comme plein de gens de ma génération, avec des téléséries, des
américaine de Star Trek, Star Wars, etc., qui est en soi un phénomène post-colonial, c'est-à-dire qu'une pénétration dans le temps et dans l'espace avec un navire. On va développer un monde inconnu, des terres vierges. Voilà, pour rencontrer des endroits non connus, pour rencontrer l'autre, en fait. D'ailleurs, pour mettre un drapeau sur, même pas seulement dans les séries, c'est pas seulement la fiction, c'est la réalité post-coloniale. C'était aussi la course pour la Lune, pour mettre un drapeau sur la Lune, qui est en soi un acte très très clairement codé. Et nous, arrivés chez ces pétroliers chinois, je disais que moi je trouve que vous ressemblez à des extraterrestres, et on commençait à rigoler tous sur ça, et je disais, mais vous connaissez Star Trek, vous connaissez le Captain Kirk? Et il disait oui, il connaissait tout par cœur. Et d'ailleurs on a tous ces films ici et tout ça, donc j'ai dit si on regardait ça ensemble, et du coup on a commencé à regarder ces séries ensemble. Mais nous on a passé des semaines et des semaines dans cet endroit. Et la scène qu'on voit, c'est le document, entre guillemets, de notre vie avec eux, et de cette dérision absurde, en fait, d'être au milieu du Soudan, dans la guerre civile, et de parler de l'exploitation de l'espace, qui est en soi une métaphore pour la réalité dans laquelle on était, évidemment. Et donc ça transcende beaucoup de choses, qui est la chair de ce type de cinéma, d'ailleurs. C'est travailler les métaphores, travailler à chercher des réalités derrière la réalité, chercher la dérision, et faire transcendre une réalité, une vérité peut-être pas très facilement à voir sans être cinéaste et sans être dans cette vie totalement bizarre, d'ailleurs, aussi, toi. Mais c'est vrai qu'il y a un élément très fort j'allais presque dire de surréalisme. Vous disiez de dérision, Hubert Sauper, dans ce film Nous venons en amis. Par exemple, vous traversez un village avec ces ouvriers chinois, un village qui est quasiment une décharge, et vous leur dites est-ce que vous avez des amis ici? Et ils se mettent à rire. Enfin, pour eux, c'est tellement absurde. Enfin, ils sont sur ce paysage dévasté, comme ils pourraient être sur la planète Mars. Plus tard, vous allez voir des gens de l'ONU qui jouent, un homme fonctionnaire de l'ONU qui joue avec une jolie petite maquette, et puis qui dit nous sommes là pour aider. Il y a aussi ces missionnaires qui arrivent dans un village et puis qui disent ça ne ressemble pas à l'Oklahoma. Donc on se croirait quasiment dans une parodie de western. Et le ton du film, qui est toujours entre une forme, je dirais, de dénonciation qui pourrait s'apparenter à celle du Cauchemar de Darwin, mais qui a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, beaucoup d'ironie, et je le disais, quasiment une touche de surréalisme. Est-ce que vous avez su d'emblée que ce serait le ton du film? Oui, c'est très bien vu. Je pense que c'était précisément l'idée du film, parce que je pense pas que personne n'a besoin de Hubert pour savoir que les choses vont mal en Afrique, pour que c'est injuste, l'économie nord-sud, qu'il fallait aider, etc. Je pense que le discours ambiant est tellement rodé et tellement ennuyeux, d'ailleurs, qu'on n'a pas besoin d'en faire un film. Mais je pense que ceux qui voient un film, et les gens qui écoutent l'émission vont peut-être voir le film, je pense que c'est la traduction d'un vécu absolument délirant, d'ailleurs. Enfin, j'ai passé 6 ans à faire ce film avec mon équipe, et j'étais dans ce petit avion avec mon ami Xavier, et nous avons documenté pas seulement la réalité qui nous entoure, mais aussi notre étonnement et notre fascination de cette réalité. Quand on est soi-même une espèce de clown, une espèce de fou du roi, non, on dit ça, on se rend compte que tout le monde devient des clowns d'une certaine manière. Quand par exemple, on a filmé des représentants occidentaux qui viennent dans les villages tribales et qui disent nous venons de l'Amérique, nous apportons pour vous l'électricité et pour vous monter à un niveau plus haut, et nous apportons pour vous littéralement et figurativement la lumière, qui est en soi une espèce d'écho terrifiant de l'époque coloniale, justement, dans laquelle on mettait toujours en avant l'idée que les Blancs sont la lumière, représentent la lumière. Ils apportent le progrès. Le progrès, l'hygiène et toutes ces choses qu'on a imposées à l'Afrique pour dire, sans le dire, que les Africains sont inférieurs, sont dans l'obscurité, dans le cœur de ténèbres, etc., etc.
non hygiénique. C'est tellement pathologique et tellement grave, en fait. Et ça ressurgit dans notre époque. C'est ça peut-être le fond, d'ailleurs, le fond du racisme en Europe aussi. Hein. Ça vient de cette veine de pensée. C'est le retour du refoulé. À un moment, vous montrez des missionnaires, c'est totalement incroyable. Ces missionnaires américains qui se prêtent même à rêver d'appeler les terres où ils arrivent le Nouveau Texas, et qui veulent absolument, ils n'en démordent pas, ils veulent absolument mettre des chaussures à un pauvre petit garçon qui pleure parce qu'il est très bien pieds nus. La nudité, c'est quelque chose qui est un problème pour les hommes de Jésus-Christ. Enfin, c'est dans la Bible, les êtres nus étaient dans le paradis. Donc on est tous cette fable. Et donc il fallait quitter ce paradis pour entrer dans la civilisation, dans les lois, dans le péché. Je sais pas. En fait, la psychologie des missionnaires texans au Soudan, c'était fantastique du point de vue des cinéastes, et que c'était terrifiant de voir ça dans un contexte historique, en fait. C'était terrifiant, en fait. Et je pense que c'est terrifiant pour le spectateur aussi de voir l'histoire se répéter. D'ailleurs, je pense la phrase qui m'a guidé dans tout ce projet de film, Nous venons en amis, était une phrase de Mark Twain, l'écrivain américain, qui disait: l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Donc, en France, on dit l'histoire bégaye, je pense. Hubert Soper, dans votre nouveau film Nous venons en amis, vous entrez souvent dans le cadre, on vous voit à 2 reprises, on voit votre avion. On sait qu'il y a 2 grandes écoles de documentaristes. Il y a les documentaristes qui n'apparaissent jamais, et puis ceux qui acceptent justement de se montrer en train de discuter avec des gens. Là, en l'occurrence, dans l'une des premières scènes du film, on vous voit. Je crois que vous attendez une autorisation de décoller. Il y a quelqu'un qui joue avec une petite machine, qui est une boîte à musique en fait, qui joue l'international. À quel moment vous avez décidé que vous seriez dans le cadre ? En fait, je pense que je suis un des cinéastes qui essaie d'exprimer son regard dans le sens direct. En fait, je tiens la caméra, je regarde les gens, je suis très proche aux gens, et je filme mon questionnement et ma fascination aussi des choses et des situations et des gens. Et dans Nous venons en amis, je suis juste tout au début du film 2 fois dans le cadre pour expliquer le démarrage de ce projet. C'est-à-dire que le titre du film fait allure à une phrase du colon, Nous venons en amis, qui est souvent pas vrai. Et ça parle du colonialisme, et nous sommes venus aussi comme aventuriers, nous, cinéastes, dans un monde qui n'est pas notre monde, en fait, qui est un nouveau monde. Mais c'est une exception. Je pense que c'était juste au début du film, il y a une espèce de voix, qui est ma voix, d'ailleurs, c'est une espèce de prologue. Et aussi, on me voit 2 fois un peu dépassé par les événements, questionné par des gens qui disent « Mais qu'est-ce que vous foutez là avec cet avion ?» Et là, je suis dans le cadre parce que je trouvais que moi-même, je faisais partie de cette réalité bizarre, en fait. Mais justement, comment ça se décide ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez au départ combien de temps vous allez passer au Soudan ? Est-ce que vous avez un peu travaillé ? Est-ce que vous savez vaguement qui vous allez rencontrer ? J'allais dire le plan de bord du pilote qui se dit demain je vais aller dans tel ou tel lieu. Est-ce que vous l'aviez en tête ou est-ce que vous vous laissiez guider par les événements ? Non, en fait, je travaille quasiment 7 ans sur ce film et c'est un film très aventurier, on peut dire, mais aussi très conceptionnel. C'est-à-dire que au fond, les situations que j'ai trouvées au Soudan, en atterrissant dans un lieu paumé, au fond, je connaissais ces situations. Si je filme un ambassadeur américain qui fait un discours pour les indigènes, je savais pas précisément qu'est-ce qu'il allait dire, mais au fond, je savais qu'est-ce qu'il allait dire, parce que c'est toujours les mêmes phrases. Grosso modo, c'est le titre du film qui est un mensonge. Nous venons en amis, nous apportons la lumière, on va vous aider, le progrès va arriver, tout va être bien. Et derrière ça, il y a, mais aussi on va piquer le pétrole et l'or qui est
par hasard et malgré vous, au dommage pour vous qui est au-dessus de vos pieds. C'est-à-dire que je filme beaucoup de situations, certes on peut dire du hasard ou du moment qui se présente, mais au fond, je connais cette situation. Et comme par exemple pour trouver le chef du village qui reconnaît qu'il s'est fait complètement avoir, il a signé des papiers qu'il ne comprenait pas, ou en fait il a cédé des terres à des entreprises gratuitement qui elles vont faire du profit ça en c'est exploitant. une des scènes peut-être clés du film, c'est-à-dire que quand on réfléchit sur le colonialisme, il faut retrouver l'essence. Qu'est-ce que c'était l'essence du colonialisme? Une des choses qui m'a toujours intrigué, c'est une histoire connue dans toute l'histoire du colonialisme, c'est que par exemple New York était vendu à un businessman Dutch hollandais pour 10 livres, je sais pas quoi, aux Indiens. Le centre du Congo, le roi Léopold a envoyé Stanley, l'explorateur, pour faire signer au chef du village des contrats pour donner leurs terres au roi des Belges. Et d'ailleurs, le roi des Belges, le roi Léopold, appelait ça une mission humanitaire, tout ça. Donc c'était un mensonge tellement grave et tellement incroyable. Donc cette situation en anglais on dit outsmarting, c'est une arnaque. Oui, c'est un arnaque, c'est un bon mot. Voilà, c'est ça, c'est l'arnaque terrifiant. Comment ça peut encore exister? De vol de terre, d'identité, de l'avenir de quelqu'un. On pense que ça fait partie du passé. Mais en fait, quand j'étais au Sud-Soudan, et quand le Sud-Soudan est devenu un nouveau pays, et quand tout le monde a dit que l'avenir va être magnifique et tout ça, dans cette foulée-là, se répétait encore une fois cette histoire d'une manière tellement hallucinante. Et c'est terrifiant comme pensée. Ça porte un héritage. Vous montrez lourd, aussi le pillage qui continue, voire qui s'accélère, avec quand même la complicité de certains chefs de guerre, de chefs de guerre ou d'un vice-président de l'Assemblée qui dit oui, il faut absolument donner gratuitement ces terres parce qu'après elles vont être développées et ça va mettre en valeur le pays. Mais de toute manière, le discours du développement et du progrès de l'échelle mondiale est quelque chose qui tourne en rond, en fait. C'est quelque chose qui est devenu une espèce de religion, c'est une espèce de néolibéralisme mondial. Et dans cette foulée, je sais pas comment dire, il y a quelques endroits dans la planète qui sont pas encore touchés par cette folie. Moi, je l'appelle folie. Et on fait tout pour qu'on déchire les derniers recoins qui sont encore naturels, où il y a des gens encore qui sont très capables de se nourrir de leur terre, et on fait tout pour traverser avec une grande route ou un pipeline leur village et les mettre en toute force en uniforme, parce que c'est interdit d'être à poil dans le sens chrétien. C'est une des scènes dans Nous venons en amis, où les missionnaires américains font tout pour habiller les gens du village, parce que c'est une honte dans leurs yeux de la nudité. Enfin, selon la Bible, ils disent. Tu vois. Et c'est quelque chose qui est une répétition de l'histoire, mais quand ça se passe devant nos yeux, et quand on a une caméra et quand on est cinéaste, c'est un délire, quoi. C'est un délire, mais il faut tout pour faire un monde, d'ailleurs. C'est une phrase que j'aime bien. Hubert Sauper, c'est votre troisième film tourné en Afrique, Nous venons en amis. Est-ce que, après Loin du Rwanda, que vous avez tourné en 1997, vous étiez parti filmer les réfugiés rwandais au Congo. Ensuite, il y a eu le cauchemar de Darwin, donc sur la perche du Nil, on en parlait. Aujourd'hui, Nous venons en amis. Est-ce que vous le voyez comme un triptyque sur l'Afrique? C'est-à-dire le cauchemar politique, le cauchemar économique, le cauchemar néocolonial? Vous le voyez comme un ensemble? Écoutez, c'était une bonne analyse, mais je l'ai pas encore réfléchi comme ça. Je pense c'est clair que chacun de ces films est une conséquence de l'autre, et est une pensée qui se suit. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la dénonciation, je pense. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire une pensée ambiante et la dévoiler, en fait. Et essayer de comprendre pourquoi nous, les êtres humains, on nous raconte le monde ainsi. Et quand on regarde de proche, le monde est beaucoup plus que ça, et beaucoup différent, très différent aussi. C'est-à-dire que essayer de tirer une voile d'une réalité pour trouver une autre réalité, pour trouver une
nouvel questionnement pour trouver quand on tire un rideau, on se rend compte qu'il y a infiniment d'autres couches, évidemment, de réalité et de nouveaux questionnements, mais c'est fantastique, en fait. C'est fantastique de pouvoir vivre comme ça, d'ailleurs, parce que je viens d'arriver des États-Unis où mon film est sorti il y a 2 semaines. Et tous les collègues cinéastes aux États-Unis souffrent d'une chose, qu'ils n'ont pas les fonds publics comme nous en Europe pour pouvoir s'exprimer vraiment librement avec les moyens du cinéma. Et ça, je suis très content et très conscient de ça encore, que le documentaire de création, qui est mon métier, en Angleterre et en Amérique, on appelle ça Art of Information, l'art de l'information, qui est une expression libre encore, pour de vrai. Et je sais pas combien de temps encore ça va durer, combien de temps on peut passer autant de temps et aussi avoir des fonds pour s'exprimer vraiment librement. Merci beaucoup, Hubert Sauper, d'être venu nous parler de votre nouveau film, Nous venons en amis, un film dont RFI est partenaire. Petite question, est-ce qu'il va pouvoir sortir ou être vu de quelque manière que ce soit au Soudan ? Écoutez, moi, ce qu'on a fait pendant le voyage avec ce petit avion, quand on atterrissait dans les villages au bord du Nil, on atterrissait sur le sable, sur la plage du Nil, souvent. On a fait nous-mêmes des projections des images qu'on avait tournées de l'avion et dans d'autres lieux. Bien sûr, c'est un rêve, toujours, quand on fait un film sur et avec les gens à l'autre côté de la Terre, de partager ça. La vérité, c'est que beaucoup de villages que j'avais visités pour tourner Nous venons en amis sont complètement éradiqués, sont brûlés. Il y a beaucoup de gens qui sont sûrement plus vivants. Mais je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui vont le voir, qui ont accès à Internet tôt ou tard. Tôt ou tard, ces films sortent tous piratés ou pas en ligne, et donc les gens y arrivent à le voir. Merci beaucoup, Hubert Sauper.